Débat, les commentaires après ce premier tour des élections législatives. On en parle avec vous, avec Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric, Bonjour directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. Pascal Jalabert, journaliste politique, éditorialiste. Bonjour Alex Darmon, journaliste politique. Vous êtes également à la tête de la chaîne YouTube Les Indécis, chaîne de débat politique. Et Gilles est resté avec nous pour le zapping de cette soirée électorale, évidemment. L'abstention record, faut-il encore le dire? Victoire ou défaite pour la NUPES? Moi, j'entends un peu tout, donc je compte sur vous pour m'éclairer. La campagne ratée d'Emmanuel Macron, la possibilité d'une majorité relative, les consignes de vote peu claires, bref, beaucoup de sujets. Les ministres en difficulté, Éric Zemmour éliminé. On va commencer avec le zapping. Sud Radio, 10h midi, l'instant zapping. Alors Valérie, il va falloir s'habituer à prononcer ce nom du groupe toute cette semaine, NUP ou NUPES. Alors pour démarrer, ce petit truc donné il y a 15 jours par Sandrine Rousseau. Moi je dis NUPS parce que c'est un petit côté cacahuète grillée qui donne envie. Voilà, donc on dit NUPS. NUPES, j'imagine qu'on entendait trop PS dans le mot. C'est pas encore le grand soir, mais Jean-Luc Mélenchon jubilait d'être arrivé en premier. Bon, il savait pas encore que dans la nuit, ça changerait un petit peu. La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. Alors du coup, ça a galvanisé tous les troupes de la France Insoumise. Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier à la télé, mais ils étaient déchaînés, galvanisés, comme Sandrine Rousseau, alors plus wokiste girl que jamais, face à Stéphane Le Foll, soutenu par une Anne-Sophie Lapix, plus partisane que jamais. Alors, elle a pris sa carte. Mais venez avec nous. Si vous voulez avoir des droits sociaux, sinon assumez le fait d'être libéral vous aussi. Mais je veux dire, on n'a pas de temps à perdre avec ça aujourd'hui. Ce qu'il nous faut faire. Ce qu'il nous faut faire aujourd'hui. Attention, c'est en même temps. que je suis libéral. Ce qu'il nous faut je vais faire vous dire que vous êtes d'extrême gauche et on va faire avancer le débat. Moi, je vais vous dire, j'ai fait du porte-à-porte dans ma circonscription. Non, dis pas vous calmer. On est respectueux sur ce plateau. Il n'y a pas de se calme. Chacun prend la parole à l'un après l'autre, c'est vrai. Les spectatrices apprécier la justesse de cette remarque. Eh oui, on peut plus dire vous calmer. Ça vous choque? Non, c'est pas que ça me choque, c'est que c'est le débat politique, il y a un peu d'animosité, un peu d'ambiance, c'est normal, on va pas arrêter de parler. C'est vrai qu'elle était un peu, sans dire de méchanceté, elle était un peu monopolisatrice de la parole, et bon voilà, il a eu un geste, une phrase d'humeur, bon voilà, c'est la vie, c'est la politique. Oui, je partage ce que dit Alex. Les soirs électoraux sont toujours des moments très intenses sur TF1 hier. Il y avait Rachida Dati et Clémentine Autain. On va sans doute en parler. Je divulgage le travail de Gilles, pardon. Non, allons-y. Non, mais c'est vrai qu'Anne-Sophie Lapix était quand même très désagréable hier soir. Galvanisée. Non, mais c'est vrai. Galvanisée par On a regardé TF1, on a regardé notre ami Frédéric Dabi hier. Anne-Claire Coudray est nettement plus sympa, ça c'est clair. Moi j'ai trouvé ça insupportable. France 2, cette espèce de petit plateau à deux au milieu de leur hall. Je ne sais pas si c'était pour dépenser le pognon, pour dépenser l'argent, pour éclairer cette espèce de hall. Sachant que contrairement à 2017 et 2012, TF1 a fait la meilleure audience aux législatives, comme à la présidentielle. C'est aussi le fait que les soirées de France 2 n'ont pas trouvé leur public. Ils avaient fait la même chose pour la présidentielle, ça n'avait pas marché, et puis ils n'ont pas retravaillé depuis la présidentielle. Hier soir, ça s'est vu. C'était assez minable, le mot est un peu fort, mais ce petit pupitre avec deux débatteurs où ils étaient tous dans cet immense hall, moi je trouvais ça particulièrement... C'est au contraire énormément de débatteurs, des invectives, mais des débats un peu passionnés, quoi. Alors, galvanisé par le Tché de Marseille, Clémentine Autain se sentait pousser des ailes. Bon, c'était sans compter sur Rachida Dati, la reine du backtrap. Est-ce que vous pourriez rabaisser un petit peu votre caquet? Vous ferez mieux de baisser d'un ton, parce qu'on verra au deuxième tour. Voilà, baisser d'un ton. Parce que je vais vous dire, très sérieusement, quand je vois les dégâts que vous avez fait en Seine-Saint-Denis, dans les écoles, dans les institutions, vous devriez baisser d'un ton. C'est honteux. On peut recommencer parce que ce qui se passe en France, vous en êtes responsable. Rachida Dati, on va laisser Clémentine Autain. Le racisme en France, c'est vous. La discrimination en France, c'est vous. S'il vous plaît, Rachida Dati. Clémentine Autain. Vous pourrez en parler avec vos débatteurs, mais il n'y avait presque pas de représentants du Parti Socialiste hier, pas de représentants des Républicains. Il y avait qu'elle qui a été vraiment au charbon. Bon, je vous ai mis une seconde couche de crème sur le gâteau.
C'est du prix des pâtes qui a augmenté de 15%. C'est du prix. Je vous ai pas coupé la parole, Madame Dati, donc vous allez m'écouter. Allez-y. Voilà. Non, je ne vais pas vous écouter parce que le communautarisme, ça m'intéresse. S'il vous plaît, communautarisme, ça n'intéresse pas les pâtes. Non, mais on respecte quelques règles sur le prix des pâtes ne vous intéresse pas. Je comprends bien. Ça m'intéresse pas. Je vous comprends bien. Ça vous intéresse. Vous victimisez les gens. Vous savez, vous ne cherchez pas les électeurs, vous cherchez des victimes. Que ce soir, nous sommes en tête. Quand vous nous respecterez, je vous respecterai. Vous étiez à côté de Clémentine, vous? Tout à fait. Elle est partie, Rachida, en fait. Rachida Dati, je l'appelle Rachida. Je ne connais pas, mais elle est partie. Elle a quitté le plateau à un moment. Ah non, elle a quitté le plateau pour aller sur un autre plateau. Oui, sur un autre plateau, mais elle est partie un peu brutalement, j'ai trouvé. Et ils sont proches, parce qu'on ne voit pas à la télé. Non, ils ne sont pas proches. Il y avait un côté gauche avec Clémentine Autain et Gabriel Attal, et il y a 1,50 m avec le côté Guillaume Pelletier. Il y avait Guillaume Pelletier, Jordan Bardella et en l'occurrence Rachida Dati. Guillaume Pelletier qui a appris en direct son éviction, c'était un peu violent. Il s'en doutait parce que les enquêtes n'étaient pas bonnes pour lui, et puis il a un peu cherché. En tout cas, il s'est présenté, ce qui n'était pas évident puisqu'il savait qu'il avait très peu de chance. Et pour finir. Et puis qu'est-ce que serait une soirée électorale sans les couacs? Et cette année, il laisse donc sa place à son ancien directeur de campagne. Je vais rappeler le numéro, j'espère que c'est bon. Il est en train de me lancer là. Putain, tu déconnes. Voilà, on va retrouver Claire Sergent dans quelques instants. J'ai pas entendu la journaliste. J'ai pas compris. Je vais vous le dire. Il lance une journaliste, la journaliste ne sait pas qu'elle est à l'antenne, et son technicien lui dit putain, tu déconnes. Ah, d'accord. Bon, écoutez. Oui, c'est un petit couac. C'est le petit couac. Sympathique. Voilà. Un petit couac, vous voulez le réentendre? Non, ça va. On a compris. Je suis très déçu. Ah ouais. C'est tout, il n'y a pas de musique pour finir, non? Ah non, j'avais pas mis de musique, j'aurais pu vous mettre de musique. C'est bon. Merci Gilles pour ce zapping. Peut-être une félicitation à Frédéric Dabi et à l'IFOP. Parce que le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui disait regardez bien. Notez leur nom et leur adresse, oui, effectivement. C'était quoi son tweet exactement? C'était noter le nom des sondeurs, notez bien leurs chiffres, ils vont se planter une fois de plus, ils vont nous priver de la victoire. Ils auront des comptes à rendre. Notre dernier sondage IFOP fiducial pour LCI Sud Radio donnait 26,5 NUPS, 26 Ensemble, 19 pour le RN, 10 pour LR. Tout le monde a été au demi-point près, en tout cas. L'IFOP, je le dis, est le seul institut avec l'Institut Lab à avoir donné un écart si serré entre Ensemble et la NUPS, quand des confrères donnaient entre 2 et 3 points d'avance pour Ensemble. Vous avez envoyé un mot à Jean-Luc Mélenchon? J'ai échangé avec Manuel Bompard et j'avais écrit un SMS très courtois mais assez mécontent à Jean-Luc Mélenchon et vendredi. Alors, il répond? Pas la peine d'en parler. On n'en parle pas. Et je voulais savoir, c'est des instituts de sondage qui font la projection de l'Assemblée aussi? C'est vous qui la fournissez ou c'est TF1 qui ont déduit? Non, c'est nous qui faisons cette projection. On en a parlé parce qu'on a fait, encore merci à Valérie d'avoir fait cette émission pédagogique sur les sondages pendant la présidentielle. Alors qu'on ait été bon hier n'empêche pas qu'il y aura toujours des critiques et on le fera à chaque élection et moi je suis toujours partant. L'IFOP s'est refusé à faire toute projection avant que l'offre électorale soit connue, avant les votes par étiquette, ce qui amenait certains à donner 100 députés au RN ou 90 députés. Là on l'a fait à partir de l'offre électorale connue, mais on a assorti ça d'une très grande prudence parce que ce qui a été donné à 20h, faisons un peu de pédagogie, le rapport de France électorale, c'était pas du sondage, c'était des bulletins de vote dépouillés. C'était une réalité, même si ça s'est beaucoup sur base de dépouillement. Exactement. Alors que la projection est basée sur l'estimation et sur des hypothèses de configuration de second tour qui aura lieu, comme vous savez, dimanche prochain. Donc les projections sont à prendre avec une grande prudence, même si elles racontent quelque chose, c'est-à-dire une majorité absolue ou relative pour Ensemble et la NUPS, la gauche, qui va réussir à avoir peut-être 3 fois plus de députés qu'en 2017. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio et surtout nous commentons ce premier tour de scrutin, premier tour de législative marqué par une abstention importante, record. On va y revenir avec vous dans un instant. Vous pouvez nous appeler pour nous dire si vous êtes allé voter, si vous êtes satisfait. 0826 300 300 avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La fracture aux éditions Les Arènes. Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste, et Alex Darmon, journaliste politique et votre chef
chaîne Les Indécis se trouve sur YouTube. C'est une chaîne de débat politique. Donc abstention record, le coup réussi de Jean-Luc Mélenchon, la campagne ratée d'Emmanuel Macron, la majorité relative ou pas, ou majorité absolue la semaine prochaine, des consignes de vote peu claires. Bref, beaucoup de thèmes à évoquer ce matin. Peut-être un tour de table, Pascal Jalabert, sur ce qui vous a marqué, vous, dans ce scrutin. Alors évidemment, l'abstention, un record, mais ça, c'est à la limite, c'est pas une surprise, puisque on est sur une sorte de continuum avec, depuis que le calendrier a été inversé, avec ces législatives juste après la présidentielle, une abstention qui ne cesse d'augmenter, un désintérêt pour ce scrutin. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que la NUP a réussi ce qu'une fameuse note de l'Institut Terra Nova avait théorisé le 10 mai 2011, à savoir qu'elle a complètement changé la base de l'électorat de gauche, c'est-à-dire cette note appelée à remplacer les ouvriers, les classes moyennes et la bourgeoisie éclairée pro-européenne et très laïque, qui était la base électorale de la gauche, par une sorte de nouvelle base composée de populations d'origine immigrée d'une part et de populations de centre-ville plutôt très diplômées d'autre part. Et troisième composante, les féministes radicalisés, des jeunes assez wokistes. Donc, du coup, il suffit de regarder la carte des territoires. La gauche gagne dans les métropoles, les cœurs de ville à Paris. Ils ont même, je crois, 3 élus au premier tour à Paris et dans les communes proches. Dans les banlieues, en revanche, elle est en difficulté en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, à Strasbourg, où François Hollande avait obtenu beaucoup de députés après son élection, et c'est ces régions-là qui avaient permis à la gauche de l'emporter, parce que ce sont des régions, des terres modérées, des terres progressistes, social-chrétiennes ou social-laïques, dans lesquelles on veut une gauche pro-européenne, et on ne s'est pas reconnu dans la NUP. Donc voilà, la gauche a changé son logiciel, c'est un coup réussi pour Mélenchon, mais ça ne permettra pas de gagner au second tour, et sans doute, alors là je me risque un peu, ça ne permettra pas de mettre ensemble la majorité relative, parce que les candidats de NUP ne seront pas toujours assez solides pour battre ceux de la majorité ou de droite. Alors, Alex Darmon. Non, il y a plein de choses à retenir du scrutin d'hier soir. Déjà, effectivement, l'abstention qui, à mon avis, sera encore plus forte la semaine prochaine, c'est mécanique. Au second tour, ça c'est le premier point. Ensuite, moi, plus que la victoire qui est importante de Mélenchon, la progression de Mélenchon et de la France Insoumise et de NUP, mais qui est relative, parce qu'il faut qu'on en parle au niveau des chiffres, il régresse, il recule par rapport à la présidentielle. Moi, ce que je retiens d'hier soir, c'est la défaite de la majorité présidentielle. C'est une véritable défaite. Enfin, d'ailleurs, vous voyez tous les ministres, le président de la République. D'ailleurs, qui est le chef là-dedans aussi? Ça, c'est une bonne question, parce que quand vous voyez Elisabeth Borne hier s'exprimer, on a l'impression qu'on va enterrer quelqu'un, très objectivement, alors que, non mais c'est vrai, alors que normalement ils sortent quand même presque leaders. En tout cas, ils vont avoir une majorité, comme vous risquez, Pascal, à le dire, majorité normalement absolue. Donc en fait, moi, c'est la défaite que je retiens. Quand vous regardez les chiffres de 2017, la République En Marche, en 2017, ils avaient obtenu 351 députés, ce qui est considérable. Quand vous regardez les chiffres... Sans le modem. Seul. Quand vous regardez les chiffres et les projections que vous nous proposez pour la semaine prochaine, je crois qu'au maximum, c'est 310 305. 305, voilà. Donc c'est une défaite qui est énorme, et ça annonce un quinquennat qui va être très mouvementé pour le gouvernement. Bien sûr, mais c'est vrai que, juste parenthèse, c'est vrai qu'Elisabeth Borne, on a décroché. Enfin, son discours était absolument Frédéric. Sur une élection à 2 tours, parler au soir du premier tour de victoire ou de défaite, j'ai une petite... Non, c'est pas que ça passe. J'ai un peu de gêne. C'est une sorte d'interprétation qui est tout à fait respectable, mais que je peux pas reprendre à mon compte. Moi, ce qui me frappe, surtout, c'est tout ce qui a été dit est très juste, notamment sur l'abstention, c'est que ce scrutin législatif a été en rupture totale avec le récit des 4 derniers scrutins législatifs. Le président élu ou réélu, Jacques Chirac en 2002, demande « donnez-moi une majorité ». Il l'a très facilement. Le petit accident de 2007 de Nicolas Sarkozy qui perd 50 sièges avec la TVA sociale, c'est une péripétie. Là, c'est comme si la présidentielle n'avait pas lieu. Et c'est vrai qu'on parle de vote sanction pour les ministres, qu'on parle de défaite. Le vocabulaire, le champ sémantique est très révélateur de
cet effet de souffle qui n'a pas soufflé. Je pense qu'il va davantage opérer dans le cadre du second tour. D'une part, la NUPES n'a pas de réserve de voix. D'autre part, En Marche, Ensemble en a. Et puis peut-être, alors on verra, hein, sur la participation, il y a un sens à l'élection très clair dimanche. C'est soit majorité absolue ou relative pour En Marche et tout sauf Mélenchon, soit forcer Emmanuel Macron à une cohabitation. Hein, Valérie, dans notre sondage, jour du vote fiducial, on a 55% des électeurs qui souhaitent qui disent que leur vote a souhaité, a forcé le président à cohabiter avec des partis d'opposition. Maintenant, quantitativement, c'est un vrai recul pour la majorité présidentielle. 32-3 en 2017, 26 ou un peu moins là. Par contre, ce qui est intéressant, la gauche ne progresse pas. Non. C'est plutôt la coalition de gauche, l'union à gauche, contrairement à 2007 où chacun partait, si je puis dire, pour sa peau, comme disent les enfants, qui permet d'arriver en tête et d'être présent dans de très nombreuses circonscriptions. Mais voilà, c'est le mécano électoral de la NUPES qui a permis ce succès apparent pour la gauche, puisque, rappelez-vous ce qu'on disait il y a encore 2 semaines, ou 2 mois, la gauche divisée et à un niveau très faible à la présidentielle. Voilà, on est en fait sur la tripartition qu'on a vu à la présidentielle, avec une gauche qui unie arrive à 33%, avec une majorité qui la régresse, parce que quand même Emmanuel Macron lui avait progressé entre 2017 et 2022 à la présidentielle, alors que là, c'est l'effet inverse. Et c'est un peu corrigé par les bons scores quand même de députés sortants de droite du parti LR bien implantés, Aurélien Pradié, même s'il y a des sacrées éliminations, Julien Aubert, Guillaume Larrivé. Mais vous avez quand même des Aurélien Pradié, des Virginie Michel Herbillon qui écrase Emmanuel Vargon. La suppléante de Laurent Wauquiez, la titulaire de Laurent Wauquiez qui lui est suppléant, Isabelle Martin, qui réalise quand même de très bons scores. Donc ça corrige un peu. Mais il n'empêche que on reste dans cette tripartition, à savoir d'une gauche qui s'est quand même radicalisée, d'une extrême droite forte et au milieu une sorte d'extrême centre. Et alors, un seul petit mot pour compléter ce que vous dites, c'est le fait que on n'a que des duels, il n'y a que 7 ou 8 triangulaires, ce qui est déjà pas mal. Moi, je sentais qu'il y en aurait encore moins. Il y en avait une dans la deuxième de l'aube, pour être plus précis. Après, il y aura peut-être des retraits. Mais le positionnement central, dans le cas des duels, il y a 3 forces pour 2 places. Voilà. Et donc, le positionnement central de la majorité présidentielle Ensemble Renaissance fait que dans les duels face à la NUPES, ils pourront compter sur un vote anti-Mélenchon et des réserves à droite, à la droite extrême. Et quand ils seront face au RN, ils auront un vote d'élimination anti-RN qui leur profitera. La seule question pour laquelle j'ai pas de réponse, imaginez des duels. Il y aura beaucoup de duels. NUPES, majorité présidentielle. Que fait l'électorat RN qui se voit arriver 3e? Est-ce qu'il ne va pas faire une sorte de vote révolutionnaire qu'on a vu en Corse à la présidentielle, qu'on a vu en Martinique et en Guadeloupe entre les deux tours? Ça peut arriver dans le nord ou le sud. Un vote de colère pour Mélenchon se transvase, se répercute ou bénéficie au vote de colère de la NUPES. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est une hypothèse qui va être complètement farfelue dans de très nombreuses circonstances, mais qui peut exister ailleurs. C'est terrible parce qu'on vote contre. On vote pas contre. C'est ça, c'est la phrase de Charles Pasqua. On élimine. Oui, mais depuis 2012, on vote contre Nicolas Sarkozy. On vote contre à chaque fois. Il n'y a pas d'adhésion. Moi, j'ai entendu des gens aller voter en disant je vais voter tel truc parce que je ne veux pas que Mélenchon passe ou je ne veux pas du RN. C'est clair que la dernière présidentielle d'adhésion, c'est 2007. Alex Darmon. Moi, il y a un truc qu'on oublie aussi quand même depuis tout à l'heure, une analyse qu'on oublie. Moi, c'est le Rassemblement national. Hier, il progresse véritablement. C'est-à-dire que pour moi, en nombre de députés. Potentiel. Mais enfin bon, ils vont quand même avoir normalement un groupe, ce qu'ils n'avaient pas avant, le Rassemblement national. Une fois, en 86, parce que c'était proportionnel intégral. Voilà. Mais là, sans proportionnel, ils arrivent quand même je suis désolé, à transformer ce qu'a fait Marine Le Pen à l'élection présidentielle sur son score, sur des scores de législatives. Donc il se passe quand même aussi quelque chose de ce côté-là. Attention, le second tour en duel, ça reste très difficile pour le Rassemblement national, parce que la logique d'élimination est là, même s'il y a beaucoup de circonscriptions où ils sont présents. L'ancrage. N'oublions pas qu'entre 88, la victoire de Yann Pia, la filleule de Jean-Marie Le Pen dans le Var, et 2017, le FNRN n'avait jamais gagné en duel. Il avait gagné dans des triangulaires.
Et là, ça peut changer. Notre projection en siège, faite avant le second tour, donne entre 15 et 30 sièges, mais 15, le bas de la fourchette, c'est ric-rac pour le groupe. Je pense qu'ils l'auront. Mais il y a un risque. Je vais vous donner un exemple, c'est le département des Ardennes, donc où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier comme au second tour, et pas qu'un peu, avec 54%. Eh bien, là, ce qui semble se dessiner, c'est que les deux députés LR sortants, notamment Jean-Luc Warsmann, qui est un des piliers de l'Assemblée, vont être réélus. Et dans la troisième circonscription, ça semble ensemble qui a l'avantage. Donc, ça ne signifie pas forcément les hauts pourcentages du RN ne signifient pas forcément des élus législatives. Même dans le Var, où LREM avait fait le grand chelem lors de la dernière élection, eh bien, le RN n'est pas assuré d'avoir un député. Donc, voilà, ça va se jouer, comme dit Frédéric, ric-rac pour eux, ils vont être en effet entre 14 et 25 députés, quelque chose comme ça. On peut quand même parler de l'abstention, même si ça a été déjà beaucoup commenté, mais il faudrait y revenir. Il y a un auditeur qui m'envoie le tweet de Manuel Bompard qui dit « Alerte à la manipulation des chiffres. La NUPES réalise 6 101 voix, soit 26,8. Le ministère de l'Intérieur ne lui attribue que 5 836 000 voix, soit 25,7%. Pour faire apparaître artificiellement Emmanuel Macron en tête. Je vois que c'est toujours une habitude du côté de la France Insoumise de contester les résultats électoraux. On se souvient en 2017 ce que disaient sur les plateaux les Insoumis quand Jean-Luc Mélenchon était éliminé. Là, c'est vrai qu'il y a une bataille d'interprétation. Le ministère de l'Intérieur n'a pas mis les candidats de gauche ultramarins dans le total NUPS. Il n'y avait pas eu d'accord en faveur un accord NUPS en territoire ultramarin, mais c'est de la gauche, donc les deux options se défendent, mais en tout cas, il y a une bataille d'interprétation. C'est un détail. En tout cas, les deux forces sont au coude à coude, et c'est vrai que ça ne s'était jamais vu sous la Ve République que le parti présidentiel du candidat qui venait d'être élu ne soit pas, on va dire, nettement en tête à l'issue des élections législatives. En 2017, Emmanuel Macron fait 24% à la présidentielle. En Marche, Modem font 32,3. Un auditeur me dit, est-ce que vous allez dire un mot sur la situation paradoxale dans les Pyrénées-Orientales? Le RN est en position d'emporter les 4 sièges à cause ou en partie du soutien de Carole Delga qui a empêché les NUPS de se qualifier de peu pour le second tour. Ça, c'est une interprétation, effectivement. Carole Delga et les divers gauches avaient tout à fait le droit de se présenter. C'est vrai que quand une force politique est fracturée, ça maximise les risques d'être éliminé. Il y a aussi cette règle de 12,5% des inscrits. Si les personnes avaient davantage voté, il y aurait eu dans ces circonscriptions des triangulaires. Carole Delga peut leur répondre qu'en Tarn-et-Garonne, si NUPS n'avait pas mis un candidat contre Sylvia Pinel, qui est une députée depuis 3 mandats, qui est une députée efficace et travailleuse, eh bien Sylvia Pinel aurait été réélue. Voilà, donc, elle est éliminée là elle est 3e. Ah oui, ça c'est quand même... elle était ministre sous François Hollande. Elle était 3, alors c'est de très peu, mais premier c'est le RN, en sachant que le RN a quand même conquis la ville de Moissac, même si le maire est un proche de Marion Maréchal, donc c'est le RN contre le LREM qui est 2e. Ah oui. Voilà, donc on a le contre-exemple parfait, donc on peut se renvoyer la balle. Après, Carole Delga était tout à fait légitime et on peut ajouter courageuse parce que elle a quand même assumé les divergences sur l'Europe, sur la laïcité, sur la République. Et là, j'ai lu hier soir qu'elle appelait à voter pour le candidat à gauche le placé et en cas de duel ensemble RN pour ensemble. Donc, elle est cohérente. Allez, on se retrouve dans un petit instant, juste après la pub. À tout de suite. Les débats et les commentaires de ce premier tour de scrutin aujourd'hui avec vous, 0826 300 300. On a un auditeur qui voulait réagir, qui n'est pas encore là. Je voulais qu'on parle de l'abstention, le portrait robot de l'abstentionniste. J'ai l'impression que chaque année, enfin c'est pas j'ai l'impression, quand on regarde les chiffres, chaque année, on progresse, le chiffre de l'abstention est de plus en plus important. Alors, pour les législatives, oui, puisque c'est la deuxième fois sous la Ve République, hors référendum, qu'à un scrutin national, l'abstention est majoritaire. Ça fait, au-delà du pourcentage, plus de 25 millions, presque 26 millions d'électeurs qui ne sont pas allés voter. Et le portrait, on le connaît, c'est un électeur jeune. Alors, avant de parler du portrait, quand l'abstention dépasse 50, 52, 55%, j'ai envie de dire, pour qui sonne le glas, il sonne pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie qui n'est pas touchée. Chez les personnes âgées, il y a plus d'un tiers d'abstention. C'est beaucoup pour cette catégorie très civique qui vote massivement. Mais c'est clairement un électeur
jeunes, issus des catégories populaires, des périphéries urbaines, faiblement diplômés, faiblement fortunés. Et on a ce portrait-là. Ça ressemble beaucoup à l'électorat RN, mais ça n'empêche pas que le RN s'est plutôt bien mobilisé. Il y a bien sûr différentes situations à l'échelle géographique, mais très clairement, on a de plus en plus un portrait de l'abstentionniste qui est toujours assez conforme d'une élection à l'autre, mais quand l'abstention dépasse un score si élevé, toutes les catégories sont touchées. Je crois qu'il y a 29% dans notre IFOP fiducial pour Sud Radio des cadres supérieurs qui ne sont pas allés voter. Ouais, 3 sur 10, ça fait beaucoup de monde. Et ça, c'est nouveau. Bah oui, alors on l'avait vu au régional, mais à la présidentielle, ils avaient voté à plus de 85%. Alex Darmon, je voyais aussi là en Seine-Saint-Denis, 9% sont allés voter. Alors que c'est quand même... C'était à l'heure de midi, je pense que ça... peut-être que ça a été plus, ça reste le département à avoir le moins bien voté en France hier soir, comme toujours, à 20h. Mais donc, ça, c'est quand même aussi une défaite pour NUP, parce que honnêtement, c'est quand même leur électorat principal, et d'ailleurs, ils ont beaucoup de députés qui viennent de ces départements-là, donc ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'image de la France autour, quand on regarde en tout cas la Seine-Saint-Denis, c'est que les gens n'ont pas été votés. C'est souvent un bon indicateur la Seine-Saint-Denis, hein. Quand les chiffres sont aussi bas, ça veut dire qu'en France on va aussi très peu voter, et donc ça veut dire beaucoup de choses. Cette élection, vous savez, on nous disait, les gens de NUP nous disaient beaucoup, Emmanuel Macron ne peut pas être reconnu président de la République parce que finalement très peu de gens ont été votés. Hier c'est pire. Hier, c'est pire. Et donc, ça veut juste... Et c'est pour ça qu'il n'y a pas trop non plus... Il y a une bonne ambiance chez NUP, mais c'est... quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon hier faire son discours de fin de campagne, il n'est pas non plus à la fête, Jean-Luc Mélenchon. Il reste toute proportion gardée parce qu'il reste un second tour et qu'il sait qu'il faut mobiliser encore plus parce que le nombre d'électeurs et le nombre de votants hier ne suffira pas la semaine prochaine à pouvoir rassembler un nombre de députés important. Oui, en effet, le principal réservoir de voix, il est chez les abstentionnistes. Il est très rare qu'il y ait un rebond entre les deux tours législatifs. Il est en effet, Frédéric l'a souligné tout à l'heure, l'exception de 2007, quand Jean-Louis Borloo avait annoncé une hausse de la TVA. Ça a réveillé des électeurs qui sont allés sanctionner des candidats de la majorité. Mais là, le record, il ne peut que tomber. Pourquoi ? Parce que on peut penser que beaucoup d'électeurs de l'Assemblée nationale, quand il y aura un face-à-face ensemble NUPS, vont dire ça ne me concerne pas. Quand vous aurez un face-à-face ensemble l'Assemblée nationale, beaucoup d'électeurs NUPS se sentiront beaucoup moins concernés qu'à la présidentielle. Donc tous les ingrédients, en plus de la date et de la canicule qui s'annonce, sont réunis pour qu'on ait dimanche prochain un record de records. Je vous interromps, c'est une question que je pose. Il va y avoir une canicule sur toute la France, tout le monde déteste ça, beaucoup. Ouais. Est-ce que ça peut pas aussi apporter de l'eau au moulin de candidats NUPS écologistes sur le mode nous avons eu raison sur la question du climat. On se souvient que prenons les municipales de Paris de 2014, un épisode de pollution sérieux avait fait monter le score des Verts qui étaient plutôt modestes. Ils avaient gagné 3 points dans les derniers jours. Il y a tous ces facteurs-là. C'est vrai que la signification du vote est claire, mais beaucoup de personnes vont s'en sentir pas concernées. Voilà. Une élection de second tour, c'est une élection où on remet les compteurs malgré tout à zéro. Il y a des électeurs qui n'ont pas voté, qui vont aller voter, c'est sûr, mais certains vont quitter le champ électoral. Voilà, c'est pas quand vous aviez un duel droite-gauche, quelque part vous étiez concerné ou par l'un ou par l'autre. Alors si celui de gauche ou droite vous avait énervé, vous n'y alliez pas, donc ça modifiait le score. Mais là, vous avez dans chaque duel un tiers des électeurs qui ne sont pas concernés. Alors on a un auditeur en ligne avec nous, Olivier, bonjour. Oui, bonjour Madame Expert, bonjour à vos invités. Vous avez voté, vous allez voter. Oui. Je voulais juste corriger un détail sur l'un de vos invités qui a dit que c'était l'harmonie au sein de NUPS. Il faut quand même dire que M. Roussel et M. Mélenchon ne peuvent pas se piffrer. Justement, j'ai dit que c'était pas, c'était une vitrine, mais vous avez raison. Une vitrine, oui, bien sûr. Et il faut quand même se rappeler une chose. Il y a André Gérin, je ne sais pas si vous connaissez qui c'est. Oui, le maire de Vénissieux, l'ancien maire de Vénissieux, ex du Parti communiste. Il faut lire sa tribune, il faut vraiment la lire. Et moi, je ne suis pas communiste, je suis plutôt à droite, très à droite, mais j'ai un immense respect pour Georges Marchais. Et pourtant, le fils de Georges Marchais conseille Roussel, il faut quand même le dire clairement. Mais au moins, M. Gérin, ça fait 10-15 ans qu'il dénonce ce qui se passe dans les banlieues. Il est comme Éric Zemmour, et sa tribune est extrêmement... Elle est à lire où ?
Comment? Où est-ce qu'on la lit, sa tribune? Vous pouvez la récupérer sur différents sites internet. D'accord. Mais il écharpe au vitriol Mélenchon en le traitant d'escroc. Bon, alors vous n'avez pas voté Mélenchon, si j'en suis. Non, mais moi je ne voterai jamais NUPS parce que je sais ce que ça fait comme dégâts dans le pays de ma femme au Chili. D'accord. Donc vous avez voté quoi au premier tour? J'ai voté Reconquête sans entrain parce que dans la circonscription du Val-de-Marne, c'est un bordel monumental. Parce que l'ancien député maire ne s'est pas représenté, il a des soucis, la cavalerie financière de Créteil, du tribunal de Créteil aux fesses, et pourtant il a été incité par le Macron à se présenter début mai. Macron l'a sollicité à plusieurs reprises, il a dit niet, et puis il a eu des soucis de santé dernièrement, c'est M. Brilet. Et ensuite, on a parachuté Madame Maracineanu à sa place, l'ancienne ministre de la Santé. Et il y a eu aussi un député dissident macroniste, donc 2 candidats de la Macronie. Et là, les résultats qui sont passés, on a NUPS en tête et on a Madame Maracineanu derrière. Donc je vais devoir aller voter en me pinçant le nez, moi qui n'aime pas Macron. J'ai pas le choix parce que je ne veux absolument pas de Mélenchon et de ce qu'il veut mettre un régime chaviste. Il ne faut pas se le cacher. Ce monsieur adore le Venezuela. Il adore toutes les dictatures communistes du Venezuela. Bon. Voilà. Et c'est quelqu'un de dangereux. Moi, c'est ce que je pense. Et je le sais par expérience parce que j'ai ma belle famille qui est chilienne et qui déteste ce qui se passe dans son pays en ce moment. Alors, il y a comment s'appelle-t-elle, Raquel Garrido, qui est chilienne aussi, hein, et qui fait partie. Qui fait partie du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. On entend ce que vous nous dites. Ça aussi, c'est très révélateur de la percée. Oui, il y a quand même des choses qu'on évoque assez peu. L'Île-de-France, c'est vraiment le bastion de la NUPES, que ce soit Paris, que ce soit la petite couronne, voire la grande couronne. Oui, parce qu'on a effectivement à Paris, je vous donne quand même un certain nombre de noms qui sont, je vais vous les retrouver, élus. Enfin, Daniel Obono 57%, Legrain 56%, Chikirou 53%, Bayou 49%, Simonet 48%, Caron 45%, Rousseau 44%. Un tweet de quelqu'un qui dit entre Caracas et San Francisco. Voilà, donc ce sont des très très bons scores pour tous ces candidats LFI. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Les débats, nous commentons donc ce premier tour de scrutin, premier tour des législatives. Parmi les personnalités ou les noms de ceux qui ont été éliminés, qui vous sont connus, Francis Lalanne qui arrive en 8e position, 2,12% des voix. Laurent Baffy, donc, qui était lui candidat pour le parti animaliste. Martine Vonner, la députée connue pour ses positions controversées pendant la crise du Covid, également. C'est un vrai tableau d'honneur que vous nous faites là. Oui, absolument. Nous avons également Florian Philippot. Alors Florian Philippot, qui est quand même invité partout comme s'il représentait quelqu'un. Je ne sais pas les Français ne sont pas complotistes. Qui il représente 4,62% des voix. Dans une circo, une zone, la Moselle, où il est depuis très très longtemps. Ça montre son échec d'implantation. Alors, est-ce que je peux vous interrompre? Oui, allez-y. Je fais ma Sophie de Menton. Oui. Vous vous rappelez, dans notre débat sur les sondages, j'avais essayé de montrer qu'il y a l'opinion publique telle qu'elle est mesurée dans les enquêtes. C'est pas parfait, mais c'est un reflet de la réalité. Et il y a ces réseaux sociaux où Florian Philippot fait des milliers, voire des centaines de milliers de vues de ses vidéos. Ça ne veut pas dire que les gens adhèrent. Les gens regardent par curiosité. Donc attention à la légitimité réseaux sociaux qui ne... En fait, quand on voit Martine Vonner qui a fait aussi des très fortes vidéos, le seul qui échappe à ça, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui arrive en tête dans sa circonscription, mais il est au-delà des discours complotistes. Il a été maire. Il a été triple candidat à la présidentielle, donc il a cet ancrage. Il a été maire de hier pendant des années, donc il a un ancrage local. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était le bruit médiatique qui était inversement proportionnel aux résultats récoltés par tous ces candidats. Ils existent que par ces réseaux sociaux, je peux vous en parler. Quand vous faites des émissions sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, enfin plus trop Facebook, mais sur Insta, TikTok, beaucoup aujourd'hui, c'est vrai que ces gens-là savent parfaitement s'en servir, savent parfaitement occuper cet espace numérique, et donc ils n'existent qu'à travers les réseaux sociaux. Mais on est obligé de constater, c'est comme ça, et surtout maintenant depuis quelques mois et depuis la présidentielle, que ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne reflète en rien la vie politique française et les résultats dans les urnes. Ça c'est clair. Et hier, je suis désolé, Florian Philippot, ça fait plusieurs années qu'il occupe, qu'il a une chaîne YouTube
YouTube, qui fait beaucoup de vues, c'est vrai, qui sait très bien s'en servir, mais il n'arrive plus à décoller dans les sondages. Moi, je me rappelle, c'était au régional de 2014, c'était les régionales, je sais plus. Il était dans la région où il s'est présenté hier, 2015. Il était à 12%. Et hier, il fait 3%. Ça veut dire quelque chose quand même, vous voyez. Donc ces gens qui se bercent de leur nombre de followers et autres vues ne représentent rien. Ils ne représentent rien et surtout ça leur permet de pouvoir s'exprimer tous les jours et de pouvoir être invité entre guillemets sur un média tous les jours et d'adresser un message tous les jours et de faire croire des choses. C'est ce qu'il faisait sur les réseaux, Florian Philippot, quand il faisait ses manifestations anti-vax, il était là à mettre des vidéos tout le temps. C'est un peu le même phénomène Reconquête. Rappelons-nous, Éric Zemmour était aussi en début de sa campagne champion des réseaux sociaux. Alors il avait d'une part la curiosité et d'autre part, eh bien, ça tourne en boucle. C'est-à-dire que même si Éric Zemmour a quand même plus de 120 000 adhérents payants de son parti, ce n'est pas rien en termes de force partisane. Mais malgré tout, l'audience qu'il a pu avoir sur les réseaux sociaux ne correspond pas à ce qui s'est passé sur le plan électoral. Et là, la preuve en est, médiatique aussi. Voilà, et médiatique. Et là, ils ont 0 candidat qualifié pour le second tour. Oui, mais Reconquête, excusez-moi, je me mets un petit peu à faux, parce que Reconquête, ça a été créé en septembre-octobre. Et il arrive, alors c'est pas des scores à la hauteur de ce qu'il voulait faire, je suis complètement d'accord. Un marche a été créé en août 2011. Je suis d'accord, mais il était ministre, il y avait quelque chose autour de lui qui se passait, il avait quand même occupé le paysage politique 2 ans avant. Là, aujourd'hui, vous arrivez, alors c'est quelqu'un qui était, c'est vrai, tous les soirs à la télévision, il arrive à faire 7-8% à la présidentielle, ce qui est bien en dessous de ce qu'il avait prévu, mais c'est quand même un score conséquent. Et il fait hier soir 21 ou 22%. Il a loupé de peu. Il a failli se qualifier au second tour. Je lui donnais 2 points d'avance, il a un demi-point de retard, il s'est passé près. Idem pour Jean-Michel Blanquer, qui est quand même un symbole très fort de la Macronie. Il dépose un recours, Jean-Michel Blanquer, il dépose un recours, il estime qu'il y a eu des... En tout cas, il aurait pu être au second tour face à Thomas Ménager, le candidat RN, et avoir une chance de l'emporter. C'est vrai que c'est très cruel le suffrage universel. Il y a deux battus très forts. Emmanuel Vargon, mais elle était quand même face à une véritable citadelle. Michel Herbillon, qui est élu depuis, je crois, 1993, si je ne me trompe pas, ou 97. C'est un des plus anciens députés qui est archi implanté et qui fait un très grand travail de terrain. Sauf que c'est le candidat de la NUPS, Éric Pagès, qui se présentait pour la première fois face à Emmanuel Vargon et face à Michel Herbillon, qui est au second tour. Oui. Ouais, absolument. Très fortement devancé, mais c'est vrai, ça en dit long. Ce sont des terres où la gauche n'existe plus, mais quand elle était éparpillée, mais une gauche unie, c'est vraiment la configuration qui colle si bien aux modalités du scrutin législatif. Elle peut aller au second tour. Je crois que la NUPS est au second tour dans 450, plus de 450. Il ne faut pas oublier que c'est un scrutin majoritaire. Donc du coup, moins vous éparpillez au premier tour et plus vous avez de chances d'accéder au second. Après, le second tour raconte une autre histoire. Parce que il y a les reports de voix, personne n'est propriétaire de ces voix, donc moi les appels j'y crois moyennement. Il y a les reports de voix et puis les comportements d'abstentionnistes qui peuvent se réveiller ou pas. Il y a une chose quand même qui est importante ce matin en se réveillant, à mon avis, c'est pas mon avis, je suis ensemble pour en parler un peu avec eux, c'est que les lendemains de l'élection législative va être compliqué parce que il y a des députés, des anciens ministres, Jean-Michel Blanquer, on en parlait, qui l'ont un peu mauvaise parce qu'on les a envoyés après 50 services rendus et pas toujours facile dans des circonscriptions qui étaient très difficiles à gagner, très compliquées. Et Jean-Michel Blanquer, sa campagne, elle a été terrible parce que il sort de 5 ans d'usure en fait du pouvoir. Il a eu quand même dans les mains un ministère qui était primordial, qui est l'école. Il a fait ce qu'il a pu, alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, et on a le droit de pas être d'accord avec lui. Il a fait ce qu'il a pu, il arrive sur un territoire quasiment impossible à gagner, où tout le monde le déteste, où la campagne a été très très loin, parce qu'il faut lire les articles qui sont sortis sur sa personne, les insultes. On en a fait une cible privilégiée. Mediapart a fait une sorte de documentaire, de reportage complètement à charge. Je sais parce qu'ils ont éliminé les témoignages, notamment du candidat LR, Ariel Lévy, qui était plutôt bienveillant et neutre vis-à-vis de Jean-Michel Blanquer. Il a été une cible, même une cible physique. Il a été victime d'un attentat pâtissier, si je puis dire, avec de la mousse chantilly. C'est sympathique, ce n'est pas gravissime, mais ça montre à quel point il y a ce travail de délégitimation des élus qui est à l'œuvre. Après, il faut quand même ajouter le non-cumul des mandats
mandat joue un rôle, mais les ministres, donc au siècle dernier, c'était au XXe siècle, avaient quand même une implantation locale. Il n'y avait pas besoin toujours de alors à part Jack Lang qui lui s'est fait parachuter et qui a très souvent gagné. Il l'a fini par perdre il a perdu dans les Vosges, finalement. Mais il a gagné dans le il est passé de la place des Vosges au département des Vosges. Donc Jack Lang. Mais sinon, les ministres avaient quand même une implantation locale forte. Laurent Fabius s'est implanté très fortement à l'époque en Seine-Maritime. Bon, évidemment Pierre Mauroy dans le Nord. Voilà, ça avait du sens. Là, on a dit toi tu vas là, toi tu vas là, alors qu'il n'avait même pas un mandat de conseiller municipal. Donc au bout d'un moment, il faut quand même se rappeler que le député, c'est aussi le porte-voix de sa circonscription, de son territoire et des habitants. Mais là, visiblement, ça a marché pour certains qui n'étaient pas implantés, qui sont arrivés. Ça fonctionne dans les circonscriptions où, en gros, d'abord le turnover de population est important et où on ne connaît pas son député. Quand vous êtes, c'est sûr, à Paris 13e, vous savez déjà même pas quelle est votre circonscription, donc vous votez à l'étiquette. En revanche, quand vous êtes dans le Loiret, vous connaissez un peu plus. Quand vous êtes dans le Lot, vous connaissez encore plus. Et dans le Cantal, beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça se traduit dans les résultats où l'on voit que les élus bien implantés ont quand même bien résisté. Vous parlez de cruauté, il y a des tweets qui ressortent et qui sont très cruels. Celui d'Éric Zemmour le 5 avril, je serai au second tour, ensuite je serai soit président de la République, soit leader de l'opposition. Ça fait partie de la campagne, mais on m'envoie c'est la vie politique. C'est la vie politique, effectivement. On a un autre auditeur, Alain, qui est en ligne avec nous. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé voter ? Pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi ? Déjà, on ne peut plus avoir confiance dans aucun candidat. Ils nous font des programmes, ils nous font des promesses, ça engage qu'eux. Dès qu'ils sont élus, ils n'en font plus qu'à leur tête. Les gens ne sont pas respectés. Regardez le président de la République qui se permet d'insulter une partie des Français directement, en disant « je vais les emmerder ». Et de l'autre côté, vous avez une jeune fille qui l'apostrophe sur son choix sur des ministres et qui se retrouve avec les gendarmes qui viennent la voir à son école. Si je puis me permettre, je crois que les gendarmes sont venus parce qu'elle avait parlé d'une agression dont elle avait été victime et ces gendarmes se sont excusés. Pour recueillir sa plainte, mais c'est vrai que c'était maladroit, c'était très maladroit. Et de ce qu'elle dit, lui, on fait la leçon quand même. C'est ce que j'allais finir, c'est ambigu comme attitude, vu que d'un côté, on peut dire les gendarmes sont venus pour elle, de l'autre côté, les gendarmes sont venus contre elle, on ne peut pas le savoir. On a plus de 50% d'abstention. Personne ne représente les abstentionnistes. Les abstentionnistes n'ont jamais la parole. Ce sont des gens qui votent. Ils peuvent aller voter. Le jour du vote, monsieur. Le jour du vote, ils l'ont, absolument. Non, le jour du vote, on l'a. On a exprimé notre position, c'est un vote. L'abstention est un vote. Non, alors, vous allez voter blanc. Les députés qui ne votent pas, quand ils s'abstiennent, on n'entend pas une levée de bouclier. L'abstention fait partie du vote. Non. Le vote blanc, oui, mais pas l'abstention. Le vote blanc, oui, mais pas l'abstention. Les députés qui s'abstiennent à l'Assemblée, on ne parle pas de vote blanc, on parle d'abstention. L'abstention fait partie du vote. Mais on entend ce que vous dites, mais si vous ne vous occupez pas de la politique finit par s'occuper de vous. Et le problème, c'est que vous êtes en dehors du jeu. Il n'y a pas plus politisé que les abstentionnistes. Si on est arrivé à la conclusion... Pas tous. Mais attendez, on ne peut pas y arriver si vous coupez au bout de 2 minutes. Allez-y. Il n'y a pas plus politisé que les abstentionnistes, vu qu'on est arrivé à la conclusion, après avoir fait le tour à peu près de tout le monde, que la prochaine fois, il ne faut pas aller voter. Et l'histoire nous donne raison. Si on prend par exemple la crise sanitaire, qui fait le plan vaccinal, c'est un conseiller de chez McKinsey. Ce conseiller, Maël de Calan, pour ne pas le citer, est un ancien membre de LR, une ancienne personne qui a essayé d'être élue, qui n'y est pas arrivée. Et du moment où il a fait le plan remporté le département du Finistère. Voilà, si vous pouviez me laisser finir. Ah oui, non, mais vous dites des choses qui sont fausses. Des choses qui ne sont pas vraies, donc on ne peut pas vous laisser, monsieur. Où est-ce que j'ai des choses qui ne sont pas vraies? Du moment qu'il a fait ce plan vaccinal, 3 mois après, au mois de mai 2021, comme par hasard, on le retrouve président du Finistère. Mais il a été élu, monsieur. Soyez sérieux, là. Le complotisme, c'est pas sérieux. Il n'y a pas de complotisme. Mais si, vous dites 3 mois après, il a été élu par rapport à un plan vaccinal que tout le monde ignore. Il a été élu, il a été candidat, il aurait pu être battu. Et c'est pas lui qui a été élu, c'est une majorité. Autour de lui. Je n'ai pas dit qu'il a été élu à cause du plan vaccinal. Je dis comme par hasard. Comme par hasard. Il a été élu. Mais comme par hasard, ça veut dire quoi?
tous les sous-entendus. Voilà pourquoi on s'abstient. La politique aujourd'hui, ce ne sont plus que les sous-entendus. Vous savez, monsieur, si vous vous abstenez, que vous n'êtes pas d'accord avec le système, vous pouvez voter pour NUP qui propose une 6ème République et proposer de changer complètement le système en faisant une nouvelle constitution et tout. On est contre le système électoral. D'accord, dans ces cas-là, on fait quoi là, monsieur? Vous allez vivre en Chine ou en Arabie Saoudite, voilà. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. L'Arabie Saoudite n'est plus tout ce qu'elle était déjà pour commencer. Quant à la Chine, on sait comment elle est. On coupe pas les mains, on coupe pas les têtes. C'est bien connu. Alors vous voulez quoi, vous, dans l'absolu? Déjà, les abstentionnistes, on veut une remise à plat complète du système électoral qui, à l'heure d'aujourd'hui, est totalement corrompu et dépassé. Regardez comment est une élection, enfin, s'il vous plaît. Des gens qui sont accusés ou qui ont des plaintes contre eux pour X problèmes peuvent se présenter, c'est complètement invraisemblable. Des gens ont des délits, ont des problèmes d'argent, ont des problèmes avec l'argent, ils peuvent se présenter, c'est complètement invraisemblable. Ouais. Mais c'est pas, vous pouvez pas parler de corruption. Les gens vont voter, il n'y a pas de corruption dans le vote. Et ce que disait Alex Darmon, si vous voulez un truc différent, une chose différente. Il y a le parti pirate, il y a énormément de partis, il y a une grande richesse politique. Il y a les partis d'extrême gauche, il y a les partis souverainistes, il y a les gens sans étiquette qui sont tout à fait respectables. Il y a quand même un choix électoral très très fort. Et je le répète, quand on ne s'occupe pas de la politique finit par s'occuper de vous. Si on dit je suis contre la retraite à 65 ans, je donne un exemple, et finalement elle arrive, si vous avez voté X, Y ou Z qui était contre la retraite à 65 ans, vous auriez peut-être pu empêcher des choses. Et puis il y a la phrase de Churchill, rappelez-vous, la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc voilà, et la démocratie c'est un bulletin dans une urne, et comme disait Aristote, c'est le plus grand nombre parmi le peuple qui décide comment s'organise la vie de la cité, tout simplement. Donc c'est le proverbe, les abstentionnistes ont toujours tort. Voilà, vous êtes comme le fils Alain d'Anne Hidalgo, Arthur Germain, qui hier a tweeté avec un air très content son bulletin de vote dans une poubelle, n'a pas voté quand changer les règles du jeu ne suffit plus. C'est le jeu qu'il faut changer. Si je peux me permettre, parce que j'ai échangé avec Arthur Germain ce matin sur Twitter, puisque je l'ai critiqué en faisant ce geste-là. Il va venir répondre sur les indécis justement à une interview, parce que je l'ai invité. Il a accepté de venir en parler avec moi. Ce sera quand? Là, on va la tourner à la fin de semaine, donc ça va sortir très vite. Et parce que je comprends ce que dit monsieur au téléphone, et je comprends ce que dit Arthur Germain. Maintenant, il y a des symboles, et c'est ce que je lui dis dans mon tweet. C'est jeter la démocratie à la poubelle comme il le fait. Moi, je ne comprends pas, et je lui dirai pendant l'interview. Et il a accepté, donc je trouve ça plutôt cool de sa part. Voilà. Bon, allez, petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de nos débats. Tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on se retrouve pour continuer de débattre de l'actualité jusqu'à midi avec Alex Darmon, Pascal Jalabert et Frédéric Dabi. On n'a pas parlé de ce qu'évoquait hier Rachida Dati, à savoir une possible alliance entre LR et Ensemble. Est-ce que ça pourrait changer le rapport de force? C'est un calcul risqué pour Ensemble s'ils répondent oui maintenant, parce que dans certaines circonscriptions face au RN, ils vont quand même avoir besoin de quelques voix de gauche pour gagner le second tour, et en cas d'alliance trop affichée avec LR, ces électeurs pourraient leur faire défaut. En tout cas, c'est pas maintenant que cette alliance peut se nouer. Si ça se noue, c'est après le deuxième tour. Ensuite, chez LR, il y aura une grande explication, parce que ils vont quand même sauver entre 50 et 75 députés. Entre 45 et 65. Ouais, voilà, entre 45 et 65. Une vraie décélération. Voilà, une vraie décélération. Qui a quand même dominé beaucoup. Mais il faudra que ce qui reste se détermine, soit sur une ligne Éric Ciotti, c'est-à-dire en disant on est dans l'opposition résolument et on essaie de récupérer ce qui reste de reconquête et espérer que le RN s'essouffle sans Marine Le Pen, et ceux qui vont dire on va coter Ensemble, parce que il faut aussi penser à sauver nos places de maire, de conseiller général, de sénateur, etc. Frédéric, hier, c'est frappant, je fais une parenthèse, c'est ce que disait Gilles Gansman tout à l'heure, il n'y avait pas de représentants LR à part Rachida Dati, il n'y avait pas de socialistes, j'ai vu aussi Le Foll sur France 2, mais très peu, pas d'Olivier Faure, comment elle s'appelle, Ségolène Royal, qui n'est plus de la vie politique dans un sens. Mais donc... absent. Oui, vous savez, qu'est-ce qu'on a vu à l'issue de l'élection présidentielle? C'est une fragmentation jamais vue du champ politique. Donc le champ politique local reste dominé, pour ne pas dire ultra dominé, par LR, par le PS.
voire par le PC, un peu Europe Écologie Les Verts qui a beaucoup d'élus, et le champ politique national où ces deux forces n'existent plus. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Pascal, qui est extrêmement juste, on va passer dimanche prochain, c'est sûr, du parti qui a souvent dominé, écrasé les majorités parlementaires, 93, 2002, 2007, à un parti d'appoint, un peu un côté parti radical, troisième, fin 4e République. Voilà, troisième, 4e République, qui pourra peut-être, par rapport auquel Emmanuel Macron pourra s'appuyer. Peut-être, si on dit peut-être, s'il n'a pas la majorité absolue. En tout cas, c'est vrai, il partait avec 103 députés, très bien implantés, parce que pour avoir résisté au souffle présidentiel de 2017, au vent macronien, il fallait être bien accroché, notamment en territoire rural, en zone périurbaine. 80, je crois, se représenter. Ils sont en mesure d'en garder entre 45 et 65-70. C'est plutôt honorable, mais c'est quand même très dur, parce que quand on fera le calcul pur 2017-2022, il y aura un vrai recul de LR. D'ailleurs, il faut regarder la circonscription d'Éric Ciotti. Parce que... Oui, Paris gagné pour le candidat de... C'est pas fait. Oui, Paris gagné pour le candidat de Christian Estrosi, Greg Monetti, qui effectivement contraint Éric Ciotti à un second tour. Éric Ciotti fait un peu moins qu'en 2017 et il fait un score, je dirais, honorable pour quelqu'un qui était assez peu connu sur la circonscription. Absolument. Le problème, c'est pour moi la même question que ce que je disais tout à l'heure par rapport à Elisabeth Borne et Ensemble. Qui est le chef là-dedans aussi? Il y a personne, il n'y a pas de locomotive dans ce parti, les Républicains. Effectivement, on voit Rachida Dati sur tous les plateaux et ça amuse un peu, pour le coup, Internet, parce qu'elle a des phrases chocs et tout, donc tout le monde est content et tout le monde veut savoir où est-ce qu'elle va sur les plateaux. Mais en vérité, Christian Jacob, il s'est arrêté, il est sorti. Qui va être le chef demain de cette majorité, de ce groupe parlementaire chez les Républicains? Et il y a deux lignes claires qu'on avait vues à la présidentielle. Il y avait une ligne qui était une ligne un peu hard avec Ciotti, droite, extrême droite, et puis il y avait une ligne qui était un peu plus du côté centriste droit, avec Emmanuel Macron qui était représenté par Valérie Pécresse, qu'on n'entend plus d'ailleurs, Valérie Pécresse, sur ces élections. Donc en fait, on n'a plus de leader, on n'a plus de locomotive, et c'est forcé que cette majorité de députés, enfin c'est pas une majorité, ce groupe parlementaire, excusez-moi, de députés LR, à un moment donné va exploser, va voler en éclats, et il va y avoir deux sensibilités complètement différentes au lendemain du second tour des législatives. Comment elle peut fonctionner cette assemblée Enfin, là, c'est la question qui va se poser la semaine prochaine. Alors, majorité absolue, ce sera très agité au moment des QAG, parce que passer de 17 insoumis, parfois agité, sans aucun terme péjoratif dans ma bouche, à une centaine très mobilisée dès le début du quinquennat, il n'y a pas le moment qu'on a connu par le passé, où les opinions sont un peu assommées, anesthésiées, les oppositions, pardon, et on dit, là, dès le début, est-ce qu'il y aura un discours de politique générale d'Elisabeth Borne si elle est reconduite et si elle a la majorité absolue? En tout cas, ça pourrait être un discours extrêmement compliqué à tenir. Vous disiez, Alex Darmon, tout à l'heure pendant la pub, que les candidats NUPS, enfin ceux qui ont été élus, vont faire leur entrée à l'Assemblée dès cette semaine. Aujourd'hui, Sophia Chéricourt, les noms m'échappent. C'est Daniel Obono, Alexis Corbière et Sarah Legringe, je crois. Et un député sortant de Mayenne, de la majorité. Voilà. Et ils vont faire leur entrée dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est aussi un coup de com' et un coup d'image. Mais on dit que ça va être très agité. Ça va être très agité pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que moi, NUP, cette alliance, je sais pas ce qu'elle va donner. Vous avez un chef aujourd'hui qui est Jean-Luc Mélenchon, qui demain ne sera pas au Palais Bourbon, qui ne sera pas dans l'hémicycle. Donc qu'est-ce que cette alliance NUP entre les écologistes, le Parti socialiste et la France insoumise va donner demain? Rendez-vous dans 2 ans. Ils ne seront pas forcément unis. Très vite, ils seront pas alignés. Dans 2 ans où il y aura les élections européennes et où Exactement. Là, les écologistes devront dire, parce que et les socialistes aussi, ça va quand même poser la gauche française a fait cette gauche nue pour un problème avec nos voisins européens. La ligne d'Olaf Scholz en Allemagne ou de Pedro Sanchez en Espagne n'est pas la ligne Mélenchon. Donc attention que la gauche française ne se retrouve pas isolée, et on peut penser que des écologistes et des socialistes vont quand même remettre la social-démocratie pro-européenne au centre de leur programme. Donc voilà. Et n'oublions pas que Jean-Luc Mélenchon n'est plus député. Il a quand même 70 ans, il va bien falloir trouver un successeur. Y en a-t-il un qui est capable d'avoir ce charisme, ce talent oratoire,
à vérifier. Ils sont tous assez bons en termes de... Ils sont pas mal. Vous avez Adrien Quatennens qui sait faire, mais ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Il n'y a pas un leader maximo comme était Jean-Luc Mélenchon. Et puis ils n'ont pas la légitimité. Encore aujourd'hui, quand vous voyez, on parle d'Adrien Quatennens qui est brillant, il faut le dire. Puis il y en a plein d'autres autour de lui qui sont il ou elle brillantes. Et ils n'ont pas encore cette légitimité de pouvoir dire on peut remplacer Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aux yeux du groupe La France Insoumise, du parti La France Insoumise. Voilà. Mais là, aujourd'hui, vous avez une coalition. Il y a le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts qui sont avec eux. Je ne vois pas ces deux partis donner blanc-seing à n'importe quel incarnant. Frédéric, en termes d'abstention, la semaine prochaine, enfin dimanche, qu'est-ce qui est à prévoir ? Qu'est-ce qu'on a vu Est-ce qu'on peut avoir des surprises ? Non, alors, oui, il peut y avoir une surprise. Est-ce qu'il peut y avoir une remobilisation ? C'est pas impossible. C'est vraiment un second tour qui peut connaître cette fameuse dramatisation, cette électrisation qui peut créer de la mobilisation. D'un autre côté, le président de la République, par rapport auquel beaucoup de choses se déterminent, sera 3 jours dans cette semaine, en principe, à l'étranger, en Roumanie, en Moldavie, voire en Ukraine. C'est peut-être un signe qui peut avoir des effets contre-productifs pour les candidats de la majorité présidentielle. Sur le mode, le président, ça ne s'est jamais vu qu'un président parte aussi longtemps du pays dans une période d'entre-deux tours serrée d'une élection donnée. Il peut y avoir cette mobilisation. En tout cas, je le répète, c'est vraiment une deuxième élection qui commence et les enseignements qu'on vient d'évoquer ensemble modestement du premier tour pourraient être assez transformé. Ne prenons pas, pour argent comptant, les projections faites au soir du second tour. Je les assume, c'est le travail de l'IFOP qui a été, comme vous l'avez dit gentiment, plutôt pas mal, même bon sur les préélectoraux et sur les rapports de force nationaux, mais sur les projections, c'est basé sur des hypothèses de second tour, des hypothèses de configuration et de report de voix. Je le répète, est-ce que un choix révolutionnaire RN vers NUPES pour éliminer Macron, pour éliminer les candidats d'Emmanuel Macron ne va pas se produire dans telle ou telle circonscription. Dans les dom-toms, ça s'est passé. Dans les dom-toms, en Corse. Les nationalistes risquent de repasser. Et puis il y avait l'affaire Colonna, il y a eu beaucoup de choses. Les cas sont très spécifiques. En tout cas, ce qui est quand même attendu, c'est que l'effet de swing présidentiel fonctionne quelque peu, et ça profitera à la majorité présidentielle qui pourra avoir cette majorité absolue ou relative, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise très forte. Carnet rose, on apprend que Marion Maréchal a accouché vendredi d'une petite Clotilde. Bien que je n'ai pu m'investir dans cette campagne des législatives comme je l'aurais souhaité, j'ai reçu ce week-end une raison supplémentaire de me battre pour la France. Reconquête n'a pas tout perdu. Non, Reconquête n'a pas tout perdu, peut-être une future électrice. Merci à tous les 4. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.